salariés et leurs militants. Après quoi, les journalistes auront la parole pour poser des questions. Sans plus tarder, nous donnons la parole au président Pascal Afghanistan, porte-parole de la désobéissance civile. Président, quelles sont les nouvelles? Est-ce que le micro marche? Vous voulez le micro là-bas, s'il vous plaît? Alors. Merci, chers amis. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, je voudrais vous remercier au nom du président Nicolas Bédié, au nom des différents leaders des plateformes et des partis politiques de l'opposition, ainsi qu'à mon nom personnel, pour votre présence massive ici au siège du PDCI-RDA à l'occasion de cette conférence de presse. Merci de nous donner ainsi la possibilité, à travers vous et vos différents médias, de nous adresser directement à nos concitoyens. Tous les leaders des plateformes et partis politiques de l'opposition ivoirienne sont réunis ici pour un combat commun. Un combat sans merci contre le troisième mandat, pour une élection présidentielle juste, transparente et inclusive, et au-delà de tout, pour la paix, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous connaissons leur inquiétude, l'inquiétude de tous les leaders politiques, de tous les leaders d'opinion, de la société ivoirienne, devant les risques insensés, les risques démesurés pour la paix qu'Alassane Ouattara fait courir à notre pays. Nous savons leur désarroi, leur crainte de voir ressurgir le spectre de ces années de haine et de larmes qui sont encore dans toutes nos mémoires. Mais par-dessus tout, nous mesurons leur détermination, leur résolution, leur courage. Ce courage inouï dont ils ont fait preuve samedi pour rejoindre le giga-meeting de l'opposition. Rien n'a arrêté le peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple amoureux fou de la liberté. Il a marché, parfois des kilomètres, bravant les barrages, les violences, les intimidations, passant outre l'inquiétant dispositif militaire déployé aux abords du stade. Vous avez été témoins de ces scènes, vous les avez racontées. Le régime a voulu intimider et museler le peuple de Côte d'Ivoire, car un peuple qui se lève, c'est toujours une menace pour une dictature. Mais il n'a pas réussi, et il ne réussira pas. Rien n'arrêtera désormais le peuple de Côte d'Ivoire. Rien ne l'arrêtera, parce qu'il est animé par une soif ardente de changement. Une soif ardente d'en finir avec la dictature sournoise instaurée par Alassane Ouattara et qu'il entend perpétuer. Pour nous, le Félicia se voulait une main tendue, un appel à la discussion, l'expression de notre volonté de négocier. Nous espérions que ce raz-de-marée humain, refusant de manière à la fois tranquille et résolue le tripatouillage électoral, l'exclusion de plusieurs candidats dont certains sont à mes côtés, la forfaiture du troisième mandat contraindrait le pouvoir au dialogue. Nous l'espérions parce que, à nos yeux, le règlement pacifique des conflits doit être la norme dans une Côte d'Ivoire mature. Nous avons tous dans ce pays suffisamment souffert, collectivement, individuellement, pour connaître le prix de la guerre et la valeur de la paix. Pour savoir aussi que l'on ne perd jamais la face en donnant une chance à la paix. Et pourtant, le régime est resté sourd à tous nos appels. Il prend sciemment, délibérément, le risque de plonger notre pays dans des affrontements
dont nous ne voulons à aucun prix. Car il n'y a pas de pire violence que celle qui oppose les enfants d'un même pays. Alassane Ouattara emporterait seul la pleine et totale responsabilité. Seul face au peuple de Côte d'Ivoire qui dit non. Seul face à la communauté internationale qui observe cette dérive dictatoriale avec consternation. Parce qu'il est resté sourd à nos appels au dialogue, il nous contraint désormais à entrer dans une nouvelle séquence politique, l'acte 2 de la désobéissance civile. Parce qu'il se sait minoritaire et qu'il ne peut pas gagner une élection transparente et démocratique, il a décidé d'opérer un passage en force, un braquage électoral. Le peuple ivoirien a le devoir de résister pour faire barrage à la forfaiture et défendre la démocratie. Nous entrons dans la phase active de la désobéissance civile parce que nous y sommes contraints par l'aveuglement du régime. Ensemble, nous lançons un appel solennel à nos militants, nos sympathisants, nos électeurs et au-delà de tous, à tous nos compatriotes épris de justice et de liberté. Nous leur demandons avec gravité de faire barrage par tous les moyens légaux au coup d'État électoral que s'apprête à commettre un président félon accroché au pouvoir. Cette phase de la désobéissance civile vise à empêcher le convoyage et la distribution de tout matériel électoral, empêcher l'affichage électoral, empêcher les meetings de campagne, empêcher la distribution et le retrait des cartes d'électeurs, manifester dans les formes et par tout moyen approprié l'opposition au coup d'État électoral en cours. Notre désobéissance civile est un acte de résistance à un double coup d'État. Un coup d'État constitutionnel, car Alassane Ouattara est inéligible en vertu de la Constitution de 2016. Un coup d'État électoral avec la prise en otage du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. Ce qui est en cours, ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle, ne s'appelle pas une élection présidentielle. Cela s'appelle au choix un coup de force, un coup d'État, un braquage, une imposture, un simulacre, c'est à coup sûr une forfaiture. Cela ne peut d'ailleurs pas s'appeler une élection présidentielle, puisque celle-ci est rendue impossible par l'absence de représentants de l'opposition au sein de la Commission électorale indépendante. Comme cela ne s'appelle pas une élection présidentielle, le président Henri Konan Bédié et moi-même avons précisé hier que le processus en cours ne nous concernait pas. Parce que nous sommes candidats à l'élection présidentielle, la vraie, nous ne pouvons être complices ou otages de ce simulacre. Et comme les Ivoiriens veulent une vraie élection présidentielle, loyale, transparente, inclusive, j'ai confiance en leur mobilisation pour la désobéissance civile. Nous n'avons pas le droit de reculer. Ce serait trahir une cause historique, bâtir une Côte d'Ivoire vraiment réconciliée et vraiment démocratique. Nous irons jusqu'au bout, parce que notre combat est juste. L'histoire nous apprend que les combats justes l'emportent toujours. Je vous remercie. La parole est présente chacun des leaders de la plateforme, des partis politiques, de son monde. Nous allons commencer par le président du RDD, le président Ouattara. Changement dans la nous allons donner d'abord la parole à une réflexion. C'est en fait une conférence
Mesdames, Messieurs, Il a commencé. Quittez-le, il a commencé. merci. Mesdames, Messieurs, au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, dont le référent et candidat à la présidentielle est le président Laurent Gbagbo, je voudrais ici lancer un appel à mon tour à tous les militants, à toutes les militantes et sympathisants des partis politiques et associations membres de notre plateforme, à toutes les personnes de bonne volonté, éprises de justice, de liberté et de démocratie, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, de s'abstenir de participer aux opérations de la commission électorale qui est illégale et illégitime. Nous avons le devoir, oui, nous avons le devoir impérieux de nous opposer par tous les moyens démocratiques et légaux à ce coup d'État électoral, ce coup d'État constitutionnel que s'apprête à opérer le chef de l'État sortant qui refuse de sortir et qui veut nous conduire à une énième crise post-électorale qui risque de mettre durablement en péril la cohésion sociale et l'unité nationale. Trop, c'est trop. Nous avons trop parlé. L'heure est aux actions. Chers amis, agissons maintenant. Oui, agissons maintenant pour imposer par la désobéissance civile la démocratie à ce régime liberticide. Oui, ensemble, agissons maintenant pour faire barrage à cette forfaiture. Oui, ensemble, agissons maintenant pour exiger par le dialogue la concertation des conditions d'élection libres, justes, consensuelles, inclusives et apaisées. Oui, ensemble, agissons maintenant dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Je vous remercie. Alors nous avons demandé aux journalistes de se rasseoir parce que c'est à eux de poser des questions maintenant après cette déclaration. La déclaration il est président Pascal Afghanistan et l'appel du major de la parole aux journalistes. Est-ce que le micro. Alors, pour vous présenter, nous allons prendre les 5 premiers noms pour vous présenter votre organe. Allons-y. Bonjour. Bonjour, monsieur. La vidéo, qu'entendez-vous par vous opposer aux opérations électorales par des moyens légaux? Par exemple, empêcher les opérations électorales, empêcher l'affichage, la distribution de cartes électorales, etc. Comment ça peut être fait légalement et non pas par des moyens coercitifs, donc illégaux? Première question. Et deuxième question, si vous me permettez, pourquoi est-ce que l'opposition n'a pas du tout fait ce campagne, notamment à l'intérieur du pays, ne serait-ce que pour mobiliser ces militants que vous alliez ensuite scrutin ou non? Je vais donner votre nom pour la présentation. Allons-y. Ok, pendant que le chef d'État a soit annoncé, bien entendu, cet après-midi, est-ce que l'opposition ne va pas attendre cette médiation avant de donner cette action?
troisième, je voudrais savoir ce que vous comprenez par le fait que le titre n'est pas concerné par l'élection. Est-ce que vous pouvez expliquer votre candidature? Vous dites que vous ne vous sentez pas concerné par le scrutin. Est-ce que réellement vous pouvez dire votre candidature? Est-ce que vous ne participez pas au scrutin? J'ai une question de la plateforme PDS. Vous avez dit, vous avez levé plus à l'aide et fondation. Je veux savoir quelles sont ces actions à mener pour la concrétisation de la désobéissance civile. Voyez voici de BCI TV. Je m'adresse au président Pascal Toussaint. Le président Fidel Ramadan, à la veille du lancement de la campagne électorale, a appelé que la non-présence et la non-participation des représentants des partis politiques de commission ne tâchait en rien le processus au niveau de la CEI. Quel est votre avis et votre pensée? La parole est au président Pascal Toussaint, président porte-parole des plateformes. Je vois qu'il y a une question spécifique adressée au président de la plateforme EDS. Je pense qu'il y répondra tout à l'heure. Mais la première question, c'était qu'est-ce que nous attendons par s'opposer par les moyens démocratiques et légaux. C'est cela, c'est ce que nous entendons par cela. Mais nous entendons dire que notre action est légalement fondée et légitime et que nous allons agir empêcher la commission d'une infraction. Et je dirais même l'obligation de s'opposer à tout ce qui est attentatoire à la loi, attentatoire au fonctionnement régulier des institutions. Or, ce qui est en train de faire viole les lois de la République, viole nos accords internationaux. Nous avons le droit, au nom de la Côte d'Ivoire, de nous opposer à ces violations, d'empêcher une partie de l'opinion ivoirienne, de la population ivoirienne, de commettre des actes au nom de la République en violation de la loi. Et donc c'est ce que nous entendons donc par des moyens légaux. Défendre les institutions est légitimement et légalement fondé. Défendre les lois de la République, les accords que la Côte d'Ivoire a souscrits au plan international est légalement et légitimement fondé. Et c'est au nom donc de ces principes-là que nous engageons la désobéissance civile. Alors, l'autre question, c'est pourquoi ne pas attendre la médiation des chefs d'État de la sous-région avant de poursuivre la désobéissance civile? Mais parce qu'aucun chef d'État ne nous a encore saisi d'une intention ou d'une volonté de médiation ou de facilitation. En tout cas, au niveau de la plateforme, de façon formelle et officielle. Si les chefs d'État de la CEDEAO nous saisissent formellement et officiellement de ce qu'ils sont engagés auprès du chef de l'État de Côte d'Ivoire en faveur d'une facilitation, d'une médiation, nous en tiendrons compte. Et nous rendrons compte à l'opinion et à nos militants de ce que, à l'issue donc de cette première phase de la désobéissance civile, des autorités africaines se sont mobilisées pour assurer la facilitation et que pour favoriser cette facilitation, nous suspendons le mot d'ordre. Pour le moment, nous n'avons aucune information de cette nature, ni venant de la CEDEAO, ni venant de l'Union africaine, et ni venant des autorités ivoiriennes, dont nous poursuivons la désobéissance
si une telle annonce est faite, nous aviserons sur la nécessité de suspendre ou même de poursuivre les négociations. Parce que tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause par rapport à ces revendications, ou que nous n'aurons pas obtenu un compromis sur le contentieux qui nous oppose au régime, nous continuerons la désobéissance civile. Et troisième question, nous disons que nous ne sommes pas concernés par l'élection et pourtant nous maintenons notre candidature. Je crois que c'est bien, si j'ai bien compris la question, c'est bien cela. Mais évidemment parce que ce sont deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. Nous sommes candidats parce que c'est notre droit de l'être. Nous avons formulé une candidature, nous avons un projet pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et nous avons le droit de participer à la compétition électorale pour solliciter de nos compatriotes leur suffrage afin de mettre en application notre programme demain à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, il se trouve que l'adversaire qui est en face, profitant du fait qu'il a pour le moment l'appareil d'État en sa possession, veut l'utiliser abusivement pour fausser le jeu électoral, pour perpétrer un coup d'État électoral comme nous l'avons dit. Nous ne sommes pas concernés par ce coup d'État électoral et nous devons nous battre pour faire échec à ce coup d'État électoral. Donc la bataille pour faire échec au coup d'État électoral n'a rien à voir avec notre candidature. Au contraire, nous voulons faire échec à ce coup d'État pour faire prospérer notre candidature à l'élection présidentielle, pour donner toutes les chances à cette candidature de pouvoir triompher à l'occasion du scrutin qui aura lieu. Donc, nous sommes dans une logique qui est cohérente. Nous sommes candidats, nous maintenons notre candidature, nous voulons gagner les élections, mais il y a des obstacles sur la voie qui doit conduire au palais présidentiel. Nous nous battons. Nous nous battons pour lever ces obstacles de manière à ce que notre candidature puisse prospérer. Donc retirer sa candidature parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on rencontre un obstacle, ce serait même démissionner par rapport à ses ambitions. Ce serait même renoncer. Or, nous ne renonçons pas. Nous sommes donc dans une logique dynamique. Nous sommes candidats, nous maintenons notre candidature, nous nous battons pour lever tous les obstacles qui peuvent nous mener au palais présidentiel. Et s'il faut recourir à la désobéissance civile, comme c'est le cas à l'heure actuelle, nous y recourons pour lever ces obstacles-là. Donc voilà pourquoi nous ne nous sentons pas concernés par ce qui est en train de se faire, parce que ce n'est pas de cette façon que ça doit l'être, ce n'est pas conforme à la logique, à l'éthique et au droit, mais nous maintenons notre candidature pendant que nous menons cette bataille. Bon, je crois que la question, quelle action à mener par rapport à la désobéissance était adressée au... Oui. Alors, le président de la CEI indique que l'absence de l'opposition dans la CEI n'entache pas sa capacité à conduire le processus électoral. Mais c'est une façon tout à fait explicite d'indiquer qu'il est au service du régime. Parce que la CEI est censée être indépendante. Et ce que nous attendons d'une CEI pour des élections transparentes et équitables, c'est qu'elle soit à équidistance de toutes les parties, qu'elle soit neutre et impartiale. Si l'opposition est totalement absente de cette CEI, aussi bien au niveau local qu'au niveau central, et que le président de la CEI ne se sent pas du tout gêné par cette situation, ne considère pas que cette situation brise la crédibilité de la CEI, c'est qu'il s'est mis résolument au service de ceux qui y siègent, c'est-à-dire au service du régime, au service de l'adversaire, et qu'il ne mérite même pas de présider une véritable commission électorale indépendante. C'est tout ce que nous pouvons dire. Parce que le président de la CEI sait aussi, en tant qu'homme de droit,
que la Cour africaine des droits de l'homme a émis des arrêts qui sont clairs et qui jusqu'à ce jour n'ont pas été mis en application, à savoir que la CEI actuelle ne répond pas aux normes internationales parce qu'elle est déséquilibrée, parce qu'elle n'est pas indépendante du pouvoir politique actuel. Donc, je crois que le président de la CEI agit plus en tant que militant du RHDP qu'en tant que président d'une institution qui est censée être indépendante. Et je crois que c'est la dernière question qui nous était adressée. Je vais laisser la parole à Georges Ramaounien pour la question relative à la désobéissance civile. Vous savez, nous sommes en train d'assister à un coup d'État électoral, un coup d'État constitutionnel. Et étant des démocrates, nous sommes opposés à tous les coups d'État, quels qu'ils soient. C'est la raison pour laquelle nous allons nous battre pour faire échec à ce coup d'État constitutionnel. Alors on pose la question, quelles sont les actions? Mais nous sommes des démocrates. La Constitution, la loi nous donne des moyens pour nous opposer. Et nous les utilisons. Contrairement aux tenants actuels du pouvoir, qui ne respectent pas les lois, nous, en tant que démocrates, nous respectons les lois pour faire échec à cette forfaiture, pour faire échec à ce coup d'État, parce que, je le répète, en tant que démocrates, nous sommes opposés à toute forme de coup d'État, qu'il soit un coup d'État électoral ou un coup d'État constitutionnel. Nous y sommes opposés et nous engageons à faire échec à ce coup d'État. Et nous le ferons. Mais vous allez voir. Concrètement, vous allez observer. Vous allez observer. Vous allez poser vos questions. Nous allons appeler cette séquence des questions répondées. Le professeur Gabriel. Merci, monsieur le conférencier. Je me permets de compléter la dernière réponse du conférencier, le président Pascal Affi-N'Guessan. Attendez un peu que tout le monde installe son micro. Est-ce que nous avons cette conférence? Merci. Je voudrais, avec la permission du conférencier, le président Pascal Affi-N'Guessan, faire un complément de la réponse concernant la CEI. Il disait qu'il a fait allusion à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de faire en sorte que la commission centrale soit composée de responsables du parti au pouvoir, mais de l'opposition, des personnalités choisies par l'opposition elle-même, et que les élections des CEI locales soient reprises selon la nouvelle configuration. La première ordonnance n'a pas été exécutée. En plus, ceux qui étaient se sont retirés. Donc aujourd'hui, la CEI, c'est le RHDP. Il n'y a plus d'opposition. Je suis député. La lettre et l'esprit, c'est que pour une question de confiance et pour donner une crédibilité au processus électoral, la commission doit être équilibrée avec des représentants du parti au groupement politique au pouvoir et des représentants de l'opposition.
à partir du moment où cette loi votée par les députés ne remplit plus ces critères, la CEI elle-même, elle est illégale. Donc on ne peut pas mener un processus électoral avec cette CEI. Les élections locales n'ont pas eu lieu. Donc la CEI, elle est illégale. Donc nous lançons un appel à nos militants pour dire que nous avons le droit avec nous. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui a signé ses engagements. Et le protocole de la Cour dit que les pays sont obligés d'exécuter les décisions rendues par la Cour. Nous sommes les plus nombreux. Nous devons le démontrer. C'est pourquoi depuis hier, le mot d'ordre a été lancé. Le processus électoral ne doit pas arriver à son terme. Nous devons faire en sorte que les cartes d'électeurs ne soient pas distribuées. D'ailleurs, le gouvernement a été incapable de distribuer les cartes d'identité. Les cartes d'identité qu'ils ont faites ne sont pas distribuées, donc pas de cartes d'électeurs. Donc nous aussi, nous allons faire notre... Vous parlez d'actions concrètes, monsieur. Nous allons aussi rentrer en campagne contre l'élection. Je pense que c'est clair. Je vous remercie. Oui, oui. Allez, la première question. C'est on va pouvoir la j'ai deux questions à question. La première, c'est le bilan que vous faites de la désobéissance civile française au niveau de la population. Est-ce qu'à ce jour, vous pensez que ce mot d'ordre français a été suivi et quel bilan vous en faites? La deuxième, je reviens à la question qu'on fait par rapport aux actes concrets. Quand vous dites empêcher les élections, je prends l'exemple de la continuité des élections récemment législatives du 22 mars, où on a vu des citoyens s'attaquer à des mots de vote, où on s'est attaqué à des opérations de destruction de cadres d'électeurs, des cadres détruits. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les opposants que vous êtes, auraient par exemple empêché par tout moyen qu'on distribue les cadres d'électeurs et qu'au jour du voteur, on empêche même par violence d'entrer les élections dans les gens. Deuxième question, donc vous, dans quel programme, posez vos questions. La ligne pluraliste, génération nouvelle. Monsieur le Président, merci. Et supposons qu'au terme de vos actions, vous arrivez à faire évoluer le gouvernement sur le régime. Est-ce qu'on peut s'attendre à une transition avec le chef d'État actuel? Merci. Troisième intervenant. Moi, c'est Max Souli de l'Étienne TV Afrique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous avez fait entendre tout ça, que la conférence de presse d'avant-hier, que ce soit la celle d'aujourd'hui, que celle d'aujourd'hui, que ce soit la celle d'hier, est-ce qu'il y a des actions concrètes là sur le terrain? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre combat avance concrètement? Je suis Jean-Philippe Lecotel de Beauvais. Le ministre de l'Intérieur a fait publier deux arrêtés, bon, un arrêté plus compliqué. L'autre arrêté dit que toute manifestation de rue interdite, sauf cas
Merci, je suis Ibrahim, la BBC. Ma question est relative éventuellement à l'élection de M. Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Si jamais il est élu, que compte faire l'opposition, puisqu'il a là devant lui un boulevard en fait. Voilà, merci. La liste des 5 est bouclée pour l'instant. On va répartir un autre conférencier. Merci, chers amis. Première question, le bilan de la désobéissance civile à ce jour. Mais je peux dire que la désobéissance civile monte en puissance. Si nous annonçons maintenant la deuxième phase, c'est pour dire qu'il y a eu une première phase. Ça a été principalement une phase d'interpellation et qui peut être marquée par le meeting du 10 octobre. Le meeting du 10 octobre était un acte d'interpellation. Montrer l'ampleur de la mobilisation nationale, de la contestation du processus électoral en cours pour amener le pouvoir à aller dans le sens de la négociation et éviter que cette force montante n'entre en action. Donc nous avons franchi cette première phase et nous pouvons considérer que le bilan est positif. Et si on en juge d'ailleurs par les commentaires qui ont été faits par la presse dans sa globalité, aussi bien au niveau national qu'international. Et ceci en dépit des barrages, des obstructions, des intimidations qui ont été orchestrées par le pouvoir. Donc la première phase de la désobéissance civile est un succès. Mais étant donné, et la déclaration que nous avons lue est explicite, étant donné que le pouvoir n'a pas daigné prendre acte de cette mobilisation pour ouvrir les négociations que nous entendons, afin de trouver des solutions aux revendications de l'opposition, nous passons, depuis hier, nous passons à la deuxième phase, à la deuxième étape. Et si vous regardez les réseaux sociaux, si vous suivez la presse, vous allez vous rendre compte que sur le terrain, cette phase-là a déjà démarré. Parce que plusieurs localités qui n'étaient pas en effervescence il y a 1 ou 2 jours sont entrées en action. Plusieurs régions, plusieurs structures de nos partis respectifs sont déjà mobilisées, sont en action et cela va s'amplifier. Cela va s'amplifier dans les jours à venir. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas douter de la détermination des Ivoiriens, il ne faut pas douter de notre capacité à empêcher ce coup d'État électoral. Nous sommes bien engagés, nous sommes bien partis, nous sommes suffisamment nombreux, suffisamment importants, parce que, comme vous le savez, le régime actuel est esselé et acculé. Il ne peut pas venir à bout de toute la Côte d'Ivoire mobilisée autour de l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas le FPI ou le PDCI ou l'IDEA ou un parti isolé qui se bat contre ce régime par rapport au contexte actuel. C'est toute l'opposition. Or, cette opposition est majoritaire en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir est minoritaire, vous le savez tous. Il est réduit à moins que le RDR de 2010. Parce que le RDR de 2010 avait quand même beaucoup d'autres militants. Vous savez bien qu'à l'heure actuelle, le président Soro Diom a quitté cette formation politique. Et il est engagé dans l'opération de désobéissance civile dans laquelle nous sommes engagés. Le PDCI est parti, le MF est parti, l'UDPCI est parti, des personnalités importantes de ce pays qui contribuaient à la force du RDR sont partis. Amontano Lambert, qui a été pendant des années collaborateur du président Alassane Ouattara, est parti. Son seul départ est le signe que ce régime est devenu infréquentable.
et qu'il n'a pas le droit de s'accaparer le pouvoir. Même le vice-président Daniel Cameron-Néka est parti. Un homme suffisamment conciliant, qui a tout donné pour aider ce pouvoir-là à exister. Alors comment ce régime-là, qui est réduit à sa plus simple expression, peut s'opposer à l'ensemble de la Côte d'Ivoire mobilisée derrière l'opposition politique? Donc, tout ce qui lui reste, c'est la violence. L'usage abusif des institutions de répression, l'armée, la police, la gendarmerie. Mais lorsqu'un régime est réduit à cela, c'est qu'il a perdu toute légitimité, toute crédibilité, et qu'il se maintient par la force. Il se maintient par l'intimidation. Mais, comme l'a dit le professeur Mamadou Koulibaly dimanche dernier, aucune force ne peut venir à bout d'un peuple uni et mobilisé. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Et le régime doit comprendre que la classe politique, l'opposition politique, est déterminée à faire en sorte que la volonté populaire s'affirme, que la souveraineté du peuple s'exprime. Parce qu'aucun pouvoir ne peut exister contre la volonté du peuple. C'est le peuple qui légitime un pouvoir. Et si le peuple vous retire sa confiance, je ne vois pas comment vous pouvez vous maintenir, même en faisant abusivement usage de la répression. Il ne leur reste que ça. Arrêter, enfermer. Mais même là, tous les régimes de dictature sont tombés malgré la répression qu'ils peuvent orchestrer. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas de doute. La mobilisation actuelle va s'amplifier et nous sommes persuadés que nous obtiendrons gain de cause. Deuxième question. Est-ce que, pour vous rassurer, notre ami de la télévision guinéenne, nous n'avons pas au programme la violence, ni les attaques contre des symboles de l'État. Nous allons mener ce combat pacifiquement, mais si nous sommes attaqués, nous nous défendrons. Si nous sommes agressés, nous nous défendrons parce que nous serons en situation de légitime défense. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une transition avec M. Alassane Ouattara? Mais si lui-même prend l'initiative de la transition, mais si c'est nous qui l'imposons, ça veut dire que nous le faisons sans lui, puisqu'il n'aura pas compris la nécessité d'une transition, qu'il n'aura pas compris la nécessité d'un rassemblement de toute la classe politique pour assainir l'environnement national, réconcilier les Ivoiriens, fonder un nouveau contrat social pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page de ces 30 années de violence, de conflits et ouvrir une page de paix et de stabilité. Parce que la transition, c'est quoi? La transition, c'est la prise de conscience qu'il faut s'arrêter pour discuter. Qu'il faut s'arrêter, s'asseoir autour d'une même table pour faire le diagnostic de la marche du pays. Identifier les raisons des crises successives que le pays a connues. Réconcilier les Ivoiriens, penser les blessures, parce qu'il y en a eu beaucoup au cours de ces 30 ans, beaucoup de victimes qui sont abandonnées à elles-mêmes, qu'il faut apaiser, qu'il faut resocialiser, et ensuite analyser les institutions qui gouvernent le pays, à commencer par la Constitution, de manière à ce que nous nous donnions une Constitution qui serait le fruit de nos aspirations, qui tiendra compte de nos spécificités, de nos traditions, de nos ambitions pour le futur. Parce qu'une Constitution, c'est la traduction de la volonté de vivre ensemble. C'est la traduction de la manière dont nous voulons vivre ensemble, organiser
les institutions, organiser la transmission du pouvoir, organiser la distribution de la richesse, la promotion du développement. La Constitution doit permettre de contenir tout cela. Quelle place nous donnons aux régions, aux communautés, dans leur volonté d'émancipation et de développement. Jusque-là, nous n'avons pas fait cet exercice. Malgré la crise que nous avons connue, le pouvoir refuse avec obstination d'ouvrir ce grand dialogue national pour que nous fassions le diagnostic, que nous voyions comment apaiser les uns les autres et comment fonder un nouveau contrat social. Si M. Ouattara, par sagesse, par intelligence politique, anticipe ce besoin, prend lui-même les devants des choses pour ouvrir cette période de transition et convoquer toutes les composantes de la nation à ce grand dialogue national, il n'y a pas de raison que nous refusions. Puisque c'est cela. Évidemment, en ce moment, nous allons négocier avec lui les termes de cette transition. Pendant cette phase, combien de temps cette transition va durer? 1 an, 1 an et demi, ce sera le résultat d'une négociation entre tous les acteurs politiques. Quel doit être le contenu de cette transition? Comment nous allons l'organiser? Et pendant la phase de transition, comment le pays sera gouverné? Parce que forcément, si nous sommes dans une transition, cela veut dire qu'il faut mettre en place un gouvernement de transition. Et donc, tout cela peut se négocier. S'il prend les devants, nous sommes prêts à nous retrouver autour du même table pour parler de toutes les conséquences qu'il faut tirer de cela et pour nous engager ensemble dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire, dans la refondation du contrat social, de manière à ce qu'au bout d'1 an, nous ayons un contexte qui permette d'aller à des élections sans crainte de violence politique. En tout cas, de façon pacifique et de façon démocratique. Donc, voilà. Mais si il ne prend pas les devants et que la transition lui est imposée, ça veut dire qu'elle se fera sans lui. Alors, vous parlez de la décision gouvernementale interdisant les manifestations sur la voie publique. C'est une décision, je dirais, pitoyable. Parce que, figurez-vous, un gouvernement dans un pays normal où nous sommes dans un processus électoral, on ne peut pas prendre ce genre de... On ne peut même pas avoir le courage d'annoncer ce genre de décision. L'annonce même de cette décision, à savoir que les manifestations sont interdites, c'est la manifestation même de cette volonté de dictature, de cette faillite. C'est la faillite politique. Et nous ne voulons pas nous associer à cette faillite d'un régime qui est totalement discrédité. Et nous, les Ivoiriens, nous devons savoir que ces décisions-là sont entendues à l'extérieur, sont interprétées à l'extérieur, sont évaluées par rapport à la maturité politique de la Côte d'Ivoire, à la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire. Sont la manifestation véritablement que ce pays a besoin de changement. Ce pays a besoin d'assainissement. Pourquoi on n'assiste plus jamais à ce genre de décision pendant une période électorale? Cela signifie aussi que ce n'est pas un processus électoral auquel nous assistons. Parce que si véritablement nous étions dans un processus électoral, c'est le moment justement de la liberté de manifester, de s'exprimer. Même dans le temps du parti unique, quand on dit qu'on est en campagne, on ouvre un espace à tous les courants d'opinion. On améliore un tant soit peu le contexte démocratique, de manière à ce que les uns et les autres puissent s'exprimer librement, faire connaître à l'opinion leurs projets politiques. Or, dans notre cas, nous sommes dans un processus électoral, nous sommes censés être dans un processus électoral, nous sommes censés être à un moment où il faut permettre aux uns et aux autres de s'exprimer librement, d'aller et venir, et c'est là qu'on ferme.
concadenasse, parce qu'on veut s'autoproclamer à huis clos. Et c'est cela que nous refusons. Donc, mais comme eux-mêmes ils le savent, ils savent bien que cette décision-là est illégale. Et c'est pourquoi il ne faut pas l'observer. Parce que les Ivoiriens ne sont pas obligés de se soumettre à des décisions qui sont illégales. Et comme ils le savent, ils ajoutent par ailleurs que cette mesure ne concerne pas les activités électorales. Mais quelle différence font-ils entre les activités électorales de M. Ouattara et les activités électorales de l'opposition? Sur la voie. Parce qu'en définitive, c'est à cela que revient cette mesure. Et donc, si c'est une mesure discriminatoire, nous n'avons pas le droit de nous y soumettre. Et nous avons le devoir de la combattre. Et cela fait partie de la désobéissance civile. Alors, s'il y a un communiqué appelant au dialogue, pour le moment, nous n'en sommes pas informés. En tout cas, personnellement, je n'ai pas encore entendu ce genre de communiqué. Mais si d'aventure, il y a un appel officiel, formel, public, sachez que nous apporterons la réponse appropriée et nous ne serons pas fermés au dialogue si le pouvoir effectivement reconnaît qu'il y a nécessité de dialoguer. Alors si Alassane Ouattara est élu, que compte faire l'opposition? Mais pour qu'il soit élu, il faut d'abord qu'il y ait une élection. Et une élection à laquelle nous allons tous participer. Et s'il y a une élection à laquelle nous participons tous, il ne peut pas être élu. Donc l'hypothèse que vous émettez ne peut pas prospérer. Je crois avoir fait le tour de ces questions. Oui, mais comme il y a des années. Bien, je crois que nous avons fait le tour. Ce n'est pas une conférence de presse que nous serons amenés à faire. Pour le moment, comme on l'a dit, il faut passer aux actes. Trêve de discours, il faut passer aux actes. C'est pourquoi je voudrais, au nom des leaders des partis politiques et des plateformes de l'opposition, au nom du président Henri Konan Bédié, vous dire infiniment merci de l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à cette rencontre. Vous dire merci de tout ce que vous ferez afin que tous les messages que nous venons de délivrer parviennent à l'opinion nationale et internationale dans sa diversité, et vous dire que nous sommes toujours à votre disposition et que chaque fois que dans le cadre de ce processus vous avez besoin d'informations, tous les différents leaders sont à votre disposition pour vous apporter les informations complémentaires afin que l'opinion soit largement et clairement informée de nos intentions et du déroulement de la désobéissance civile. Je vous remercie.